Bonjour à tous. Bonjour à tous, nous sommes heureux de nous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau numéro, cette nouvelle table ronde qui nous accueille dans les grands studios qui ont été construits pour nous. Et je suis heureux de vous recevoir aujourd'hui. Pour cela, j'accueille Aurélie Henbert. Bonjour Jean-Louis. Bonjour, directrice des salons. À Destination Nancy. À Destination Nancy. Alors bonjour à tous. Avec François Werner et Béatrice Cuif-Mathieu, nous sommes heureux de vous accueillir au Centre Prouvé dans notre studio live pour cette nouvelle table ronde autour des nouvelles bières. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre du Salon du Brasseur, dont la prochaine édition se tiendra au Parc des Expositions de Nancy les 21 et 22 octobre prochains, en partenariat avec le Syndicat national des brasseries indépendantes et brasseurs de France. Et il est co-organisé avec le Musée français de la brasserie, dont le président Benoît Thavenot est avec nous. Eh bien justement, j'accueille Benoît Thavenot, président du Musée français de la brasserie de Saint-Nicolas-de-Port. Bienvenue Benoît. Merci de cet accueil. Alors effectivement, on se prépare à cette 4e édition du salon au parc des expos de Nancy-Vendeuvre. C'est un salon qui a maintenant plus de 20 ans et qui s'est développé au fur et à mesure des années pour finir par être le leader en France dans sa spécialité, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour de la technique du brassage. Et effectivement, un salon qui a de plus en plus de succès. Je crois que nous aurons plus de 150 exposants cette année, avec des étrangers, des Français et un grand nombre d'exposants qui reviennent d'année en année, ce qui prouve qu'ils trouvent intérêt dans cette manifestation. Et puis à ne pas manquer aussi une série importante de conférences qui permet aussi aux brasseurs de renouveler un petit peu leurs connaissances et d'acquérir de nouvelles choses dans les disciplines qui sont leur spécialité. Donc notez la date dès maintenant de façon à ne pas louper le salon des 21 et 22 octobre au Parc des Expositions. Merci Benoît, merci Aurélie. On est très heureux de ce partenariat. On sait que c'est d'une grande efficacité et tout à fait important pour tous ceux qui aiment la bière, tous ceux qui pratiquent la bière, tous ceux qui aiment la brasserie et qui sont autour de ça. Vous pouvez nous rajouter un tout petit mot autour de ce partenariat avant qu'on lance vraiment cette conférence? Juste un mot. Oui, c'est un partenariat qui s'est établi, je disais, donc il y a maintenant 5 ans. Je dis c'est la 4e édition parce que, hélas, il y a eu, comme chacun sait, une période blanche, on va dire. Mais donc ce partenariat qui, je dois te dire, nous faisait un petit peu peur au début, faut être clair. Finalement, se passe très bien. Toute l'équipe autour d'Aurélie a su contribuer au développement important du salon pour en faire véritablement un événement national, voire au-delà. Donc je crois qu'on n'a que à se féliciter. On en parlait récemment à l'Assemblée générale du musée en se disant que c'était finalement une bonne chose d'avoir pu comme ça exporter le produit initialement de Saint-Nicolas-de-Port vers la métropole de Nancy. Merci Benoît. Aurélie, juste pour clore. Oui, effectivement, on est très satisfait de la qualité du partenariat, on est très satisfait du nombre d'exposants, de la fidélité et de l'internationalisation du salon. Et je rajouterais que depuis 2019, on a aussi développé un produit touristique avec le Musée français de la brasserie et Destination Nancy Office de tourisme autour de la route Lorraine de la bière. Donc pas mal de choses pour satisfaire les amateurs de bière et tous les gens qui tournent autour de la filière brassicole. Merci beaucoup Aurélie. C'est l'occasion pour moi, alors vous voyez ce plateau qui est mis en place, de remercier aussi la mise à disposition de Studio Live qui organise et met en place ces petites choses, ces choses importantes. Nous qui sommes des bénévoles, on est assez impressionnés par la technique qui est mise en face de nous. Et puis c'est le moment de rappeler ce thème. Le thème du jour, c'est les nouvelles bières. Les nouvelles bières, c'est Destination Nancy et Musée français de la brasserie qui organise cette partie autour de ça, qu'il s'agisse à la fois de bières anciennes dont on a retrouvé les recettes, qu'on a utilisées comme base pour des créations, de nouvelles créations, de réinvention, qu'il s'agisse d'aromatisation, puisque ça fait partie des choses qu'on met en place, d'association avec des ingrédients parfois
temps parfois étrange, pas forcément toujours utilisé par les brasseurs, en tout cas autrefois, ou encore pour toute création originale, eh bien la carte des bières n'en finit pas de de s'enrichir, de se diversifier. J'essaie de reprendre les mots qui avaient été mis dans le communiqué de presse. Et l'objet de cette rencontre, c'est de rassembler et d'entendre les avis des plus grands spécialistes sur les bières qui sont aujourd'hui proposées dans les brasseries, qui ne faisaient pas partie de la palette habituelle. Hein. Et pour ça, vont nous rejoindre les trois grands noms de la bière autour de ces questions. J'inviterai Hervé Marziou, qui est biérologue, j'inviterai Elisabeth Pierre, qui est zytologue, et Gilbert Delos, journaliste, tous les trois spécialistes de la bière, et je les invite à nous rejoindre. En tout cas, merci pour votre ouverture. Merci et bonne table ronde. Merci. Eh bien, ils nous ont rejoints, ils ont rejoint le plateau de l'excellent Studio Live qui nous accueille aujourd'hui. Je vous rappelle donc le thème choisi par Musée français de la brasserie et la destination Nancy pour cette table ronde. On s'était vu l'année dernière, on se reverra probablement d'autres fois. Et j'accueille pour les grands noms, les grands spécialistes des questions de bière qui sont là avec nous aujourd'hui. Et d'abord, j'accueille Hervé Marziou, biérologue. Bonjour et merci pour cette invitation et cette participation à cette table ronde qui va être très intéressante. Tu veux que je me présente maintenant? Oh, un petit mot, un petit mot. Alors, vas-y. La biérologie est une discipline nouvelle qui approfondit tous les domaines où la bière est concernée. Et en deux mots, je dirais que le travail du biérologue, c'est de mettre en valeur les savoir-faire des brasseurs et de mettre en valeur les bières qu'ils élaborent. Merci Hervé. Donc évidemment, on mettra tout ça en évidence lors de nos échanges. Deuxième intervenant, alors là, on a de la chance maintenant. Il y a des femmes. Heureusement, la parité aurait failli ne pas être revenue aujourd'hui sur ce plateau. Et en ces périodes d'élection, ça aurait été très embêtant. On accueille Elisabeth Pierre, très connue également. Elisabeth Pierre, zytologue. Bonjour Jean-Louis. Et bonjour tout le monde. Donc je suis absolument ravie d'être là. Donc zytologue, effectivement, je préfère ce mot tout simplement parce qu'il est ancré dans les racines grecques que j'affectionne. Et pour moi, la zytologie, c'est comme la biérologie, il n'y a pas de débat. C'est juste qu'on est dans la passion, la transmission de la passion, et je la transmets au travers donc de l'édition Bière Aimée que j'édite. Je la transmets au travers d'un guide achète des bières que je n'ai pas avec moi parce que ma valise était trop pleine avec les bouteilles, mais que j'évoque bien sûr, guide achète des bières 2022, et puis que je transmets aussi au travers des formations et des dégustations que j'anime, voilà. Et j'ai notamment également créé un verre qui s'appelle le verre épi pour justement sublimer ces dégustations. Donc c'est un métier de passion, de transmission. Voilà. Très bien, merci pour cette présentation. Alors l'un et l'autre, vous êtes formateur. Il y en a un autre qui est à côté de nous, qui est formateur. Lui, il n'a pas l'appellation biérologue, il n'a pas l'appellation zytologue, il a l'appellation journaliste, et c'est Gilbert Delos. Oui, bonjour à toutes et à tous, puisque maintenant il faut toujours distinguer. Ah oui. Oui, je suis journaliste depuis
tellement longtemps que j'ai oublié la date de ma première carte de presse. Ouais. Et disons que depuis 25 ans environ, j'ai découvert l'univers de la bière qui, à l'époque, en France, était vraiment extrêmement limité, puisqu'il y avait une trentaine de brasseries, et qu'il y en a sans doute au moins 1300 ou 1400 2300 ou 2400 à l'heure actuelle. Donc c'est pour vous dire que, et j'ai eu la chance, en tant que journaliste, de suivre le développement et le renouveau de cette profession avec des bières de plus en plus passionnantes et bien faites, que ce soit en France ou à l'étranger. J'ai bénéficié quand même d'un support qui est Bière Magazine, la seule revue française qui parle de bière tous les 3 mois. Voilà. Et donc, évidemment, ça me donne l'occasion de faire des reportages dans les brasseries, sur les salons, et de déguster, à mon corps défendant, énormément de bière. Ton corps pas trop défendant, je le rappelle. Hein. On est heureux de vous accueillir tous les trois sur ces 3 thèmes qui vont entraîner le débat. Je ne vous présente pas en direct parce qu'il est caché derrière les studios. Je vous présente pas Franck Jolibert, qui est le vice-président du musée de la brasserie, et Franck Jolibert qui va pouvoir recueillir toutes vos remarques, vos questions, vos demandes sur le chat qui vient d'être mis en place. Et j'espère que vous y avez déjà accès. Dans quelques instants, Franck Jolibert, je ne sais pas s'il nous entend, Franck Jolibert, tu nous entends? Est-ce que tu as un mot à nous dire? Est-ce que c'est commencé? Oui, bien sûr, je vous entends parfaitement. Donc j'attends toutes vos questions au niveau du chat. Je les reprendrai pour nos 3 orateurs. Bien, et ben écoute, merci Franck. On sait que l'an dernier, tu avais eu tellement de questions qu'on n'avait pas forcément eu le temps de tout poser. En tout cas, je vous invite dès maintenant, si vous avez des sujets qui viennent à l'esprit, à vous lancer là-dessus. Et puis, on voit aujourd'hui que on utilise la bière de façon complètement différente. Pendant très longtemps, la bière dans les campagnes, c'était la petite chose, la petite soif, les choses comme ça. Et puis, de plus en plus, on voit qu'il y a une diversité importante dans les styles, par les nouveaux brasseurs. Ils enrichissent, ils diversifient. Ils délirent parfois, ils dévoient, va savoir. On trouve des bières anciennes, hein, on retrouve des bières anciennes, parfois oubliées, tombées en désuétude, proposées dans leur version originelle, ou parfois remises au goût du jour. On en est où aujourd'hui? Allez, à vous. Eh ben, Elisabeth. Alors, on en est aujourd'hui, c'est une excellente question parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui peuvent répondre à cette question et je ne suis pas même certaine que nous puissions y répondre. On va donner des éclairages, on va donner des pistes, on va donner nos opinions, bien sûr, notre point de vue, la façon dont nous voyons ce magnifique marché. On a cette chance, tous les 3, je pense, d'avoir un recul. On a la chance d'avoir été acteurs, pas seulement spectateurs, mais acteurs de l'évolution qui s'est produite sous nos yeux depuis effectivement le paysage brassicole, on va dire un petit peu désertifié des années 80, hein, où on était effectivement une quarantaine de brasseries, jusqu'à aujourd'hui. Donc on a une chance. Et cette chance, je pense que je tiens vraiment à remercier Destination Nancy et tous les organisateurs de cette table ronde pour justement nous donner la parole. Parce que on a un tel foisonnement, une telle créativité, et un tel nombre de brasseries que personne ne peut avoir la parole juste, personne n'a raison, personne n'a tort. Je pense qu'on a tous des points de vue et c'est ça qui fait la richesse de ce paysage. Et je pense que même si on a tous aussi des moments où nous sommes apparus à un moment donné dans cette filière, je reprends d'ailleurs le point de la revue où maintenant il y a 2 revues qui parlent de bière tous les 3 mois et c'est un bien. Et j'espère qu'il y en aura 3, il y en aura 4, il y en aura 10 un jour, voilà. Et donc, nous avons la chance de parler d'un monde foisonnant et optimiste. Voilà. Donc, c'est comme ça que je voulais démarrer, en fait, et comme ça que j'avais envie, moi, de prendre la parole pour commencer sur ce sujet des nouvelles, des anciennes, des actuelles, en tout cas. Alors, foisonnement, Hervé. Alors, pour moi, quand on me pose la question sur les bières anciennes, j'ai 3 grandes périodes. L'Égypte, la période gallo-romaine et puis le Moyen-Âge. Parce que très souvent, on pense que la bière débute à l'Égypte, alors que la bière débute bien avant.
Donc l'Égypte, c'est important puisqu'elle nous a laissé, par le biais de ses bas-reliefs, énormément d'informations. Et nous avons par exemple un excellent brasseur italien, Théo Muso, à la brasserie Baladine, qui nous fait une bière donc à l'ancienne, une Nora Ale, qui est faite avec un blé de Karazan. Donc c'est à l'est de l'Iran, un blé qui apporte énormément de protéines. Et dans cette bière, il va mettre du gingembre, de la myrrhe et la myrrhe, c'est une gomme aromatique et des zestes d'orange. Donc bien entendu, quand on boit cette bière, il ne faut pas se dire c'est exactement la même que au temps de l'Égypte, que le pharaon. Mais disons, il y a cette recherche. On a aussi, par exemple, en France, l'égyptienne, qui est une bière aux dattes, et on n'avait pas de zytologue, on n'avait pas de biérologue, mais on a tout de même un écrit qui date du roi des Perses en 1753 avant Jésus-Christ, où il est dit bière fine aux dattes réservée à la cour. Donc c'est intéressant effectivement d'avoir et je terminerai juste sur cette période avec une bière qui est la bière de, elle s'appelle Midas Touch, c'est Dogfish, c'est tout à fait, que tu connais bien. Elle est élaborée avec des ingrédients qui ont été trouvés sur la tombe du roi Midas. Donc on peut penser que c'était des ingrédients qui pouvaient rentrer dans la bière. Donc safran, miel, raisin blanc de type muscat et orge, bien entendu. Donc il n'y a pas de mention de houblon, donc on est vraiment là dans, pour moi, des bières de ces périodes-là. Je laisse la parole peut-être. Oui, bien sûr. Et puis je reprendrai sur gallo-romaine et sur les deux autres périodes sur lesquelles tu souhaites mettre l'accent. Gilbert, ton point de vue là-dessus, justement. Moi, je suis pas un historien ni un grand amateur de bières très anciennes. Il y a même des choses qui me font sourire quand des gens baptisent cervoise en référence à l'époque gauloise et en prétendant que c'est des bières au miel sans houblon, alors qu'on n'a strictement aucun texte et aucune fiche technique sur les bières qu'on pouvait boire du temps des Gaulois et même plus tard. Donc les bières anciennes, c'est un peu, je dirais, intéressant sur le plan gustatif, mais de là à ce que ça soit historiquement prouvé, je suis beaucoup plus sceptique. Et je pense plus à la créativité actuelle qu'à le fait de retrouver des choses anciennes, ou à une époque où il n'y avait même pas de bière magazine pour faire des notes de dégustation. Donc c'est pas évident de retrouver les mêmes choses. Ça peut être amusant, mais je pense que c'est plutôt des coups qu'une véritable tendance intéressante sur le plan gustatif de ces bières. Pour autant, les gens essayent, en tout cas les nouveaux brasseurs essayent ne serait-ce que de s'y référer à ces choses-là. Alors, est-ce que c'est seulement des coups de pub ou ça va quand même un peu plus loin ? Oui, tu peux continuer. Oui, je dirais qu'un seul exemple quand même est tout à fait significatif. C'est l'India Pale Ale, dont il y a 30 ans personne ne connaissait. Moi, j'ai eu la chance d'aller assez jeune en Grande-Bretagne et de découvrir encore une brasserie qui en faisait encore un tout petit peu, en me disant je me demande si on va continuer. Et que grâce aux brasseurs d'Amérique du Nord, le style a pris l'ampleur qu'on connaît aujourd'hui et qui se décline, si mes chiffres sont bons, au moins dans 30 déclinaisons différentes d'India Pale Ale, y compris des choses qui sont des contresens, notamment les dark IPA, ce qui est un non-sens puisque une IPA normalement c'est une bière ambrée ou blonde, mais on a quand même des brunes et des noirs qui se déclarent IPA. Donc c'est ça la créativité actuelle, et que ceux qui créent une dark IPA, c'est pas du tout en référence à un modèle ancien, c'est simplement pour dire qu'ils font une bière noire
fortement houblonné. Je sens Elisabeth qui trépigne parce qu'elle veut en ajouter. Oui, j'avais envie de réagir sur à la fois les deux interventions de mes collègues. Ce qui m'intéresse personnellement, c'est toujours la vision historique. Je pense que dans tous les sujets, on a intérêt à se référer à ce qui a existé et à ce qui nous a précédés. Et nous avons la chance en France d'avoir une histoire extrêmement riche. Un de mes livres préférés, c'est La bière et les Gaulois de Philippe Woluwer, que vous avez coédité avec le Musée français de la brasserie. Et j'avoue que c'est toujours un grand plaisir de me référer à ces écrits, puisque il n'y a pas grand-chose d'écrit sur la bière et les Gaulois, et enfin les bières et les Gaulois. Et à ce titre, je pense qu'on a vraiment quelque chose à exploiter, et ce que font beaucoup de brasseries depuis longtemps d'ailleurs, depuis très longtemps, ce qu'on appelle aujourd'hui cervoise, effectivement, était en fait un mot générique avant que le mot bière apparaisse au XIVe siècle. Donc on a un lien absolument évident avec cette grande famille de bières, parce que j'appelle ça des familles de bières, des cervoises. Effectivement, comme disait Gilbert, on n'a pas de recette puisqu'il n'y avait pas d'oralité, il y avait que de l'oralité chez les Gaulois, et on a plutôt des Romains qui ont écrit de façon pas toujours fort sympathique sur nos cervoises. Donc, ce qui est certain, c'est que c'était un mélange d'herbes et qu'on a une renaissance aussi de ces styles-là. Donc, l'aspect ancien et donc gallo-romain de du coup, je te tends la liaison de nos racines, je dirais maltais et houblonnées pour le coup, est d'une richesse infinie et une source d'inspiration extraordinaire pour les brasseurs dont on va parler, j'imagine tout à l'heure, qui renouent avec ces cervoises, avec ces gruites. Fantastique. On est surtout très content d'avoir prononcé un instant le nom de Philippe Woluwer. Philippe Woluwer, c'est un grand ami des musées. Il a été lui-même patron du musée de Stenay, qui est évidemment notre ami. Et on est très content de penser à lui. Et justement, ce livre qu'il a publié avec nous sur les Gaulois, ça nous ramène au deuxième sujet. Les tons sont très bien faits. Merci beaucoup. Alors, là, je ne vais pas aller chercher des bières à l'époque gallo-romaine. Je vais simplement rappeler que le tonneau de bois cerclé de fer est inventé par les Gaulois pratiquement un siècle avant notre ère. Donc, on a effectivement, je dirais, ce tonneau qu'on a oublié pendant un certain temps. On le retrouve aujourd'hui, notamment avec notre brasseur Simon à la brasserie Ammonite. Là, on a un brasseur qui élève ses bières dans ces tonneaux de bois qui ont contenu du vin de Bourgogne. Et pour lui, quand il s'exprime, il dit « Je veux revenir à l'origine du goût ». Et nous avons donc des bières de fermentation spontanée, naturelle, sans ajout, sans levure, sans sucre ajouté. Et on goûte quelque chose que j'estime de nouveau et qui peut nous faire penser que, à un moment donné de l'histoire, eh bien, c'était des bières qu'on pouvait déguster dans ces périodes-là. Effectivement, le musée de la brasserie organise parallèlement un concours de bière dont on aura les résultats d'ici un petit mois. Et dedans, il y a quelques temps, est venu se glisser, c'est justement une bière vieillie en fût de chêne, vieilli en fût de bois en tout cas. Et on a pensé au début que c'était une hérésie de lancer ça. Enfin, j'ai pensé que c'était une hérésie. Et tout à coup, on finit par déguster des choses qui sont tout à fait intéressantes, tout à fait nouvelles, tout à fait vraisemblables, et qui peuvent être proposées à tous. T'as une idée sur ça et sur le reste, bien sûr. Bien entendu, ça c'est pour moi la nouvelle dimension qui s'est ouverte dans le monde de la bière avec ce qu'on appelle les bières barriquées, c'est-à-dire ayant séjourné un certain temps, voire très longtemps, dans des fûts de bois ayant contenu d'autres vins ou spiritueux. Il faut se souvenir qu'avant l'apparition de toute la futaille en inox qui existe maintenant depuis, je dirais, 3/4 de siècle, les brasseurs utilisaient des tonneaux de bois pour faire la fermentation et la garde. Mais il faut savoir que, en tout cas, encore au début du XXe siècle et jusque dans les années 50, puisque j'ai rencontré un ingénieur qui travaillait dans une brasserie qui pratiquait encore ça, on utilisait des fûts de bois, mais surtout,
on mettait à l'intérieur une couche de pois liquide pour isoler la bière du bois, parce qu'il fallait surtout pas que la bière prenne le goût du bois et ainsi de suite. Et que c'était la brasserie Karcher, de rue des Pyrénées à Paris, qui faisait ça. Personne ne fait campagne pour l'instant. Bien. Et c'est pas compliqué. Enfin, c'est compliqué. C'est-à-dire que les fûts, quand ils revenaient, parce que c'était des fûts destinés surtout aux cafetiers, quelquefois aux particuliers, quand ils revenaient, il fallait enlever la poix à l'eau, enfin la vapeur d'eau chaude, pour remettre de la poix neuve et pour y mettre la bière. C'est-à-dire qu'à quel point les brasseurs craignaient non seulement le contact de la bière et du bois, et si c'était des fûts qui avaient contenu du vin sur lesquels j'ai pas tellement de traces historiques, mais de toute façon, ils se méfiaient d'une chose qui pour eux était le comble du danger maximum en termes de goût, c'est les fameuses levures Brettanomyces, les brettes, qui sont maintenant aujourd'hui manipulées avec de plus en plus je dirais, d'énergie et de créativité pour donner des goûts supplémentaires à la bière. Donc c'est pour vous dire que le passé, oui, mais c'est surtout moi le présent qui m'intéresse et à la limite ce que j'ai dans mon verre. Merci. Avant qu'on passe au point suivant, je rappelle que les internautes peuvent nous laisser un certain nombre d'informations. Et peut-être derrière nous, un tout petit mot pour Franck qui est dans les studios et qui reçoit vos appels. Oui, tout à fait. Donc, nous avons déjà une première question, enfin, différentes questions qui tournent autour de la même interrogation. Quelle est l'origine du mot bière? Et est-ce que ce mot a coexisté avec d'autres termes comme cervoise, gueuse, lambic, etc.? Eh ben, c'est peut-être le moment de nous éclairer un peu, Elisabeth. Je vais commencer peut-être à un premier élément de réponse. Effectivement, il y a eu une période juste avant l'apparition du mot bière où les brasseurs n'étaient pas des brasseurs mais des fabricants de cervoise. Et le mot bière en tant que tel est apparu. Donc la première trace écrite qu'on ait du mot bière en tant que mot remonte à 1345. Et il y a une concomitance de l'apparition évidemment du mot beer qui a remplacé dans les autres cultures anglo-saxonnes le mot ale dans sa signification de bière d'avant le mot bière. Hein. Oui, donc oui, beer and ale, cervoise et bière. On est sur cette datation-là jusqu'à nouvelle découverte scientifique. Ce que j'ai envie de dire aussi sur cette distinction, c'est qu'il y a eu une période où il y avait les faiseurs de cervoise et les faiseurs de bière. Et puis ensuite, ils se sont distinctivement, ça a fait partie, il y avait même un syndicat commun des fabricants de cervoise et des fabricants de bière. Et puis ensuite, bien sûr, il y a eu uniquement, bien sûr, les brasseurs. L'étymologie du mot bière, je vais peut-être laisser parler mon collègue plus historien peut-être sur ma droite, mais là, clairement, il y a débat sur le sujet de l'origine du mot bière. Hein. Il y a plein d'étymologies possibles, en tout cas qui sont évoquées. Moi, j'ai juste envie de terminer sur le sujet, c'est le fait qu'on a aussi, sur cette période-là, 14e siècle précisément, on a cette généralisation du houblon dans la bière. Donc, on a tendance, effectivement, et un certain décret français le précise d'ailleurs, on a tendance à préciser que dans la bière, effectivement, comme il faut qu'il y ait du houblon pour que la boisson s'appelle bière, on a tendance à, par déduction, dire que la cervoise ne doit pas avoir de houblon. Mais non, c'est écrit effectivement nulle part. C'est pas écrit dans ce sens-là. Alors on arrive à la troisième période. Ces montages sont faits de façon exceptionnelle. Mais qui a déjà été évoqué par Elisabeth. Hein, oui, parce que effectivement, donc au Moyen-Âge, on aromatisait la bière avec un ensemble d'herbes aromatiques et d'épices qu'on appelait le gruit. Et tu as donné le nom tout à l'heure. Et c'est vrai que je dirais nos brasseurs sont toujours un peu, et là je vais peut-être froisser Gilbert, mais sont toujours un peu à la recherche de la recette originale, mais elle est introuvable puisque le gruit était un genre les évêques avaient un droit de gruit sur leur diocèse et c'était un revenu que de vendre le gruit de différentes régions qui étaient plus connu, plus apprécié, etc. Quand le houblon, comme l'a dit Elisabeth, remplacera définitivement le gruit, l'évêque de Liège demandera au Vatican de faire un procès de façon à conserver ses revenus de la vente du gruit. Alors aujourd'hui, on a par exemple la Sancerroise qui nous offre effectivement une bière
dites au gruit. On n'a pas de recette effectivement écrite de l'époque, mais il y a quand même 14 épices, et 14 herbes aromatiques et épices. Et puis là, je viens de découvrir, il y a 15 jours, au salon de Duny-sur-Meuse, une microbrasserie toute jeune. C'est la microbrasserie des Côtes Touloises, donc c'est tout de suite au-dessus de Toul. Et ils ont effectivement une bière qu'ils appellent le gruit, qui est donc sans houblon. On pourrait dire qu'il y a des gruites, en fait, non? Si j'entends bien ce que tu dis. On y revient dans un instant. Gilbert. On a une seule recette, à ma connaissance, de liste d'ingrédients pouvant rentrer dans le gruit et qui comporte au moins une centaine de plantes. Une centaine de plantes et d'épices différentes. Et ce qu'on peut deviner et préjuger sans doute sans trop se tromper, c'est qu'en fait, le gruit est un nom générique parce qu'il fallait donner du goût à la bière. Parce que pour ceux qui ont pu en goûter, le jus, même fermenté, sans aucun ajout, jus de céréales obtenu par le brassage et la fermentation, c'est vraiment pas terrible au goût. Je reconnais, j'ai déjà essayé, je reconnais absolument, c'est tout à fait vrai. C'est assez nul, et c'est vraiment pas intéressant. Et que donc, très tôt, et même depuis les origines de la bière, depuis les Sumériens et autres, on rajoutait des plantes, des épices pour donner du goût. Et dedans, il y avait certainement du houblon. On a quand même des traces assez précises de l'utilisation du houblon dans la bière en France au IXe siècle. Arrêtons de tout mettre sur le dos de cette pauvre Hildegarde de Bingen qui n'a fait que mettre dans un livre ce qui se pratiquait. Faut quand même pas exagérer, c'est pas elle qui a inventé le houblon. Donc le gruit, c'était vraiment, et selon les régions et selon les périodes de l'année, c'était forcément une composition variée parce qu'on ne retrouvait pas tout le temps les mêmes plantes au même moment et les mêmes épices. Donc c'est un terme générique et je peux mettre 50 ingrédients dans une bière aujourd'hui et dire que c'est du gruit et il n'y aura pas quelqu'un qui va se réveiller d'il y a 2000 ans pour me dire non, c'est pas vrai du tout. Pas de 2000 ans, mais Elisabeth. Moins de 2000 ans. J'observe aujourd'hui qu'il y a une renaissance des gruites et des cervoises, qu'on peut imaginer que ça fait effectivement partie de la même famille. À titre d'exemple, dans le guide d'achat des bières de la dernière édition, j'ai recensé un certain nombre de présentations d'échantillons par les brasseries de cervoises et de gruites, et certaines cervoises, certains gruites sont d'ailleurs des coups de cœur, et notamment de brasseries qui sont absolument pas forcément connues du public, ou en tout cas de la filière bière, et qui sont purement locales. Je pense notamment à, bien sûr, la brasserie de la Somme avec sa cervoise. Je pense à la brasserie du Dragon dans la Côte d'Or, qui fait une sucallos extraordinaire, s'inspirant du dieu gaulois de la bière Sucalus. Il y en a énormément. Et la renaissance de ces méthodes de fabrication des gruites, je pense aussi à la brasserie Intaberna, par exemple, dans le Lot-et-Garonne, qui se spécialise dans ces gruites avec des essences, des choix de plantes aromatiques très variés. Et pour cause, parce que ce sont des bières qui utilisent des plantes de leur région, c'est ça en fait, c'est les plantes qui poussaient autour de la brasserie qui étaient utilisées auparavant. Donc on est vraiment sur encore une fois, un lien direct avec ce qui se passait, aujourd'hui remis au goût du jour. Mais c'est très très ancien comme méthode, effectivement, comme disait Gilbert, c'est très ancien comme façon de faire. Et aujourd'hui, il y a une renaissance. On y reviendra dans un instant. Je sais que derrière, il y a notre ami Franck qui reçoit vos questions et on reviendra ensuite pour clore la partie Moyen-Âge dont tu voulais nous apporter un éclairage tout à l'heure. À toi, Franck. Oui, donc une question très rapide pour Elisabeth. Zito, quelle est l'origine? Est-ce que ça veut dire orge? Alors, le mot grec zitos signifie à la fois orge et boisson à base d'orge, quand on se réfère au dictionnaire franco-grec. On est sur une évocation, en tout cas, de la plante, de l'orge, et qui a servi à faire une boisson à base d'orge. Et le zitum, qui était une des appellations en Égypte ancienne de cette boisson à base d'orge, était une des recettes, puisqu'il y en avait évidemment des multiples, et le zitum avait comme caractéristique d'être élaboré avec du blé, dont on parlait tout à l'heure justement, du blé, de l'orge bien sûr, et un certain nombre d'ajouts, dont du miel, correspondait à la recette un petit peu pour les personnes les dignitaires, le statut social assez élevé.
Le Zitom. N'hésite pas à utiliser ton micro, Hervé, Pardon, parce non, que non. ils t'ont peut-être moins entendu. Et justement, Hervé, alors parce que là on a parlé de tas de choses, et puis moi j'ai derrière la tête l'idée de loi de pureté quelque part qui revient derrière. C'est autour du Moyen Âge que ça va arriver. Raconte-nous un petit peu cette Oui, dernière partie. Oui, tout à fait. Je veux juste rétablir quelque chose par rapport à Gilbert. Il faut reconnaître quand même à l'abbesse Hildegard de Bingen d'avoir, c'était une excellente botaniste, d'avoir découvert les vertus du houblon antiseptique et conservatrice. C'est tout. Je rajouterai simplement que vu la taille de son bouquin, ses enluminures et le prix qu'il devait coûter, il m'étonnerait qu'il y ait un seul brasseur de l'époque qui l'ait lu quand même. Hein. Ah bah oui. Surtout que c'est Peut-être, pas mais en tous forcément les lié. cas, bon, voilà, c'est une femme extraordinaire, comme Elisabeth à côté de moi, donc il fallait quand même que je le dise. Alors avant que tu reviennes Alors, sur ces, je avant que reviens- tu reviennes, pardon, tu veux bien Oui, que je oui, t'interrompe, bien sûr. j'adore t'interrompre. Juste avant, parce que je crois que j'ai un peu zappé et notre ami Franck avait une deuxième question au moins. Oui, bah, celle-ci tourne principalement autour des fûts. Bon, tout d'abord, une première remarque, c'est une technique qui avait perduré notamment en Belgique. Elle n'a jamais été réellement abandonnée. Et la deuxième réflexion, c'est-à-dire qu'avec le développement des micro-distilleries actuellement en lien avec les micro-brasseries, il faut le rappeler, est-ce que ces fûts justement de vieillissement des whisky et autres catégories de spiritueux va permettre également le développement de nouveaux types de bières? Là, on voit effectivement les aspects de vieillissement de bières dans des fûts ayant contenu des alcools, mais également donc des bières qui vont être vieillies dans des fûts ayant contenu des spiritueux. Alors, ça fera peut-être partie de notre troisième thème. Hein, tout à l'heure, on reviendra à cette question qui est tout à fait judicieuse. Tu nous la rappelleras à ce moment-là, parce que ils ont prévu d'y répondre. Bon, on a trois grands thèmes hein, autour de ça. On revient au Moyen-Âge. On revient au Moyen-Âge. Je rebondis sur ce que disait Elisabeth et puis Gilbert. Moi, je suis rentré à la brasserie alsacienne de brasserie en Alsace en 1973. Nous n'avions que des tonneaux de bois. Et ces tonneaux de bois étaient effectivement enduits de pois pour ne donner aucun goût. Nous sommes passés en 76 au fût métallique après un investissement considérable. Donc effectivement, il faut bien se dire que ce que nous allons voir dans la troisième partie, nous ne l'avions pas précédemment. Ah, ça, c'est important. Je voulais terminer sur la loi de pureté. Alors, personnellement, moi, dans mes cours de biérologie, je prends l'édit de Philippe III de Bourgogne, qui, en avril 1435, édite donc, et certainement qu'on aura d'autres dates, dans mon duché de Bourgogne, pour faire de la bière, on ne prendra que de l'eau, de l'orge et du houblon. Les journalistes ont mis levure quand on a fêté la loi de 1516. Non, le mot levure n'est pas dans ces lois-là. Par contre, ce que ne dit pas cet édit de 1435, c'est que Philippe III de Bourgogne avait pris le monopole du commerce du houblon avant l'édit. Donc, quelque part, c'est aussi un édit qui lui permet de faire des bénéfices sur la vente du houblon. Là, nous avons le mot bière, comme l'a évoqué Elisabeth, B-I-E-2-R-E. Cette orthographe va durer jusqu'au consulat. Par contre, la loi la plus connue, qu'on appelle loi de pureté, c'est effectivement la loi bavaroise de 1516, mais qui dit un peu la même chose, puisque, de nouveau, on va dire il faut de l'eau, de l'orge et du houblon, alors que la famille royale de Bavière adorait la bière de blé. Donc ça c'est important. Je termine juste que cette loi va faire parler d'elle au XXe siècle, parce que les brasseurs, le syndicat des brasseurs allemands essaiera de se protéger des bières aromatisées en invoquant cette loi, et la Cour de La Haye dira non, vous ne pouvez pas argumenter de cette loi au XXe siècle.
On peut peut-être rendre hommage à Michel Debus, qui a été le chantre de cette affaire-là, dans cette décennie-là, pour porter cette problématique à la Cour de justice européenne. Gilbert ? Et un mot sur le thème de loi de pureté, faut pas exagérer. C'était surtout pour interdire aux brasseurs d'utiliser du blé. Parce qu'à l'époque, le blé, qui était la seule céréale assez importante pour faire du pain, avait des récoltes tout à fait, médiocre. Ça était très variable, surtout. Et que c'était pour interdire, encore une fois, aux brasseurs d'utiliser du blé et de les cantonner à l'orge ne permettant pas de faire du pain, tout simplement. C'est pas de la pureté, c'est du bon sens économique, si je puis dire. Cet éclairage était tout à fait important à rappeler. Alors, on a entendu... Hein, Franck, tu as encore un mot à dire ou pas? Non, on est bon pour l'instant. Eh bien, ça nous emporte sur le thème qu'on avait choisi d'être le thème 2, puisque on a parlé tout à l'heure d'aromates, on vient de parler de loi de pureté, etc. Mais nos brasseurs aujourd'hui utilisent des choses qu'on avait peut-être oublié, en tout cas jamais utilisé, ou utilisé il y a si longtemps qu'on avait cru que c'était interdit et qu'on ne pourrait jamais y revenir. Et le brasseur, il utilise de façon originale des ingrédients inattendus, des choses, des aromates, il crée des saveurs nouvelles, épicées, tout ça. Et ça, c'est un moment historique important. J'y reviendrai après parce qu'il y a une petite question subsidiaire qui viendra derrière ça. Qui commence pour parler de ces nouvelles choses avec les aromates? Peut-être toi, vas-y Gilbert. Juste deux mots pour dire que de toute façon aujourd'hui plus rien ne nous étonne puisque on n'a pas encore tout vu, mais j'attends encore, je sais pas moi, une bière à l'œuf, mais bière à l'œuf. Oui. Tous les épices sont en rendez-vous aujourd'hui. La dernière découverte, pour moi, c'était une bière aux fleurs de pissenlit. Même s'il y en avait déjà une, mais elle n'existait plus et elle existe à nouveau. Ou une bière que j'ai découverte il n'y a pas si longtemps à Saint-Malo, avec une bière qui est un stout, un white stout, c'est-à-dire une bière qui est blanc, qui est quasiment blanc pâle et qui est faite avec des grains de café, mais elle n'est pas noire du tout et elle a vraiment un goût de café. Donc les surprises sont là partout. Voilà, tout le temps. Et comme ça tous les jours. Enfin, je pense que mes collègues seront d'accord. C'est tout le temps des découvertes et il y a toujours des choses nouvelles qui arrivent avec des ingrédients inutilisés, même proscrits par les anciens brasseurs. J'ai pas d'exemple en tête, mais enfin bref, il y a tout. Tout ce qui a porté de la matière grasse. Voilà, oui. Alors qu'aujourd'hui, effectivement, on a la technique pour le faire. Alors, bière aimée là-dedans, il doit se retrouver dans... Alors justement, effectivement, un mot quand même sur la question portant sur les ajouts d'ingrédients. J'appelle ça les ajouts d'ingrédients d'une manière générale parce qu'on a affaire à une nouvelle grande famille de goûts, puisque par définition, à partir du moment où on ajoute un ingrédient dans une bière, soit il va contribuer à un certain nombre de paramètres de goût, que ce soit les arômes, la saveur, etc., la sensation, la texture, soit il va être dominant en termes de goût. Donc on va avoir affaire à une bière, effectivement, avec ajout d'ingrédients qui va être dominant. Donc c'est très 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 vaste comme recette possible et c'est pour ça que je pense notamment à une brasseuse en parlant de cette évocation de palette très vaste de recettes, une brasseuse qui et beaucoup de brasseuses en tête, je pense notamment aux brasseuses, parce qu'on a beaucoup parlé des brasseurs jusqu'à maintenant, donc du coup je fais un petit peu évocation des brasseuses qui ont plutôt comme démarche de brassage des recettes de ce qu'elles ont envie que ça goûte. Donc elles vont pas travailler à partir de style, écrit sur ordinateur, etc. Mais tiens, j'ai envie de faire une bière qui goûte ça. Et je vais faire des tests pour goûter comme la finalité de ma recette goûte ce type de goût. Et je pense à des ajouts par exemple d'ortie, à des ajouts de thym, de citron, à des ajouts de gentiane, à des ajouts de fruits, de légumes, etc. Donc tout est possible. Mais ces ajouts-là, l'important c'est qu'ils, tu parlais de bières aimées à l'instant, qu'ils soient comme
dans l'univers de la cuisine, qu'ils contribuent à l'équilibre, qu'ils ne soient, même s'ils sont dominants en termes de goût, qu'ils contribuent quand même à globalement l'équilibre de la bière. Et j'ai un exemple sous les yeux dont j'ai envie de parler parce que c'est un brasseur franc-comtois, Antoine Ney de la brasserie Ney, qui a fait une collaboration absolument magnifique avec le torréfacteur Vincent Ballot, qui est MOF franc-comtois également. Et cette bière s'appelle Ethiopica. Alors, il y en a beaucoup, bien sûr, des bières faites avec, que ce soit des stouts, des doubles stouts ou même des white stouts dont tu parlais, Gilbert. La caractéristique d'ajouter des grains de café de différentes manières, comme d'ajouter des fèves de cacao d'ailleurs, hein, va être une des grandes tendances, on va dire actuellement, on ne va pas se le cacher, mais ce sont réellement des réussites, puisque à la base on a quand même des artisans qui travaillent magnifiquement et qui collaborent, et au final cette association bières et mets, du coup elle est déjà dans la bouteille, hein. Voilà, donc ensuite et bien évidemment toutes les recettes de bière fabriquées avec des ajouts d'ingrédients vont évidemment être encore plus intéressantes peut-être que les autres styles, à marier, à trouver des associations avec les différents plats qui s'offrent sur la table. On est bien d'accord, mais là-dedans, le consommateur, que dis-je, le dégustateur, comment il peut s'y retrouver et comment il peut être perdu au milieu de toutes ces choses, parce qu'il est quand même parfois désorienté. J'ai déjà dégusté un certain nombre de choses qui m'ont... alors, je vais m'arrêter au mot surpris. Tu peux peut-être nous en dire plus, Hervé. Mais je dirais, adresse-toi à nous trois et puis on te conseillera. Oui, bien sûr, voilà. bien sûr. Donc, il y a effectivement une nécessité de goûter, de faire confiance à son barman, à son caviste, à ses copains, et puis se dire, il y a effectivement des bières qui ne vont pas forcément me plaire et des bières qui vont me plaire. Là, sur le rajout, pour moi, on utilise par exemple la cacahuète. Ça c'est relativement récent, oui, hein, puisqu'on était sur la cacahuète, l'ail. Et puis, alors avec le renouveau de la culture du safran, hein, j'étais avec mes élèves du lycée hôtelier de Tours. Culture du safran, on nous offre du safran et puis on a été goûter donc une bière au safran. Donc il y a effectivement encore pour moi des possibilités de découverte, sans être dans ce qu'on verra en troisième partie très fantaisiste, simplement se dire, parce que je rejoins ce que disait Gilbert tout à l'heure, mais toi aussi Elisabeth, c'était on a pratiquement la certitude depuis les Sumériens, depuis 5000 ans avant Jésus-Christ, que les femmes qui faisaient la bière cueillaient autour de chez elles des herbes aromatiques pour peut-être donner du goût, comme tu l'as dit, peut-être pour cacher des arômes de fermentation que l'on voulait un petit peu, je dirais, cacher, voilà, je reprends le mot. Et je prends par exemple la brasserie de la Tuilerie à Metz qui fait une bière avec des feuilles de frêne, ce qui n'est absolument rien de nouveau. On a la freinette, etc. Mais ils y ont rajouté de la chicorée torréfiée. Et ça nous donne une bière tout à fait nouvelle. Voilà. Donc on a des jeunes brasseurs ou des brasseurs plus anciens qui ont des idées nouvelles et qui vont aller chercher soit effectivement, comme on l'a dit tout à l'heure, des ingrédients peu usités ou carrément faire de nouveaux mélanges. Et ça, c'est très intéressant. Je termine juste sur l'exemple de la bière aux pralines. La bière aux pralines à Remiremont, pour moi, ça m'a fait penser, si vous voulez, au mouvement actuel des rhums arrangés. Alors j'adore la praline, la bière à la praline, et ben effectivement, donc ça vous donne aussi une idée quand vous recherchez quelque chose. N'hésitez pas, si c'est, je dirais, un produit qui déjà vous parle. Donc voilà, bière à la praline d'Historia Brewery à Remiremont. Une question me vient quand même derrière tout ça. On voit bien des changements très importants, des propositions nouvelles, des tests, des tas de choses qui disent « Waouh, ça c'est drôlement intéressant, on va pouvoir le refaire, je vais pouvoir m'en servir ici ». Comment des brasseurs, nombreux, peuvent survivre à fabriquer des choses en relative petite quantité, parce que le nombre d'amateurs dont on peut parler ici, qui sont sûrement derrière leur écran, et on les salue encore une fois, on est content de les avoir avec nous, mais il y a aussi des tas de gens qui sont pas forcément intéressés par ces nouvelles choses. Comment est-ce qu'on peut survivre et comment est-ce qu'on peut vivre de son travail avec ces nouveautés ?
faut quand même se rendre compte que, en dehors de quelques toutes petites brasseries qui s'amusent et qui n'en vivent pas de leurs, tous ceux qui lancent ce type de bière atypique, ils en ont besoin, c'est surtout pour faire parler d'eux. Mais derrière, ou en tout cas avec, il y a le plus souvent une gamme beaucoup plus classique, Pale Ale, IPA, bière noire, bière brune, pour qui font vraiment le gros de leur production. Et qu'à partir de ça, pour se faire connaître, pour se distinguer un peu, je veux dire, ils lancent une spécialité particulière. Mais c'est pas ça l'essentiel de leur vente. C'est d'ailleurs le plus souvent des bières éphémères qui n'ont lieu qu'une fois. Il faut vraiment que ça recueille un grand succès pour que le brasseur la refasse. Peut-être un autre éclairage, Elisabeth. Oui, alors certes, on ne peut pas nier que ça fait parler. J'ai envie personnellement de revenir à la envie justement qu'ont les brasseuses et les brasseurs de faire ce type de recette. Parce que ça part quand même d'une envie aussi, pas uniquement l'aspect mercantile, je pense. Il y a aussi effectivement des gammes plus sages, plus traditionnelles. On va y revenir aussi tout à l'heure. Moi, j'ai envie de parler aussi des fermes brasseries qui vont utiliser aussi, notamment quand je pense à la ferme brasserie Drao, en l'occurrence à côté de Rennes. Elle cultive ses propres orges, elle les fait malter, elle cultive ses propres houblons, etc. Et elle va effectivement utiliser en ajout, puisqu'on est toujours sur cette thématique d'ajout, hein, c'est ça, Jean-Louis, par exemple les pommes ou les plantes ou les plantes aromatiques, les herbes qu'elle va cultiver en tant qu'agricultrice. Je pense aussi à la brasserie Vera qui fait également qui a un verger avec des pommes et qui fait effectivement un ajout de pommes. Alors il y a une logique de proximité du statut d'agriculteur ou d'agricultrice à ce niveau-là. Et puis sans être paysan brasseur, on peut aussi avoir cette envie de travailler, comme je disais, avec des artisans voisins de sa brasserie, que ça soit aussi, après bien sûr les vignerons, on en parlera, mais je pense qu'il y a aussi cette envie de faire lien avec d'autres producteurs, productrices qu'il y a autour de la brasserie, sans être forcément fermier brasseur. Ok. Il n'y a pas de questions pour Franck pour l'instant, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur le site. S'il y a une question, eh bien Franck, on te laisse la parole tout de suite. Oui, une question directe. Connaissez-vous des ouvrages qui sont consacrés aux plantes et qui permettraient de conseiller nos microbrasseurs pour en faire des gruites? Alors, c'est amusant parce que moi, je vais faire tout de suite référence à Hildegard de Bingen quand même. Il faut arriver à lire De Natura Sacra, qui est en fait elle a fait plusieurs dizaines de livres, hein, donc on peut les trouver bien sûr. Et elle a fait un livre, elle a consacré notamment un livre aux plantes. Hein, et il faut savoir qu'elle était aussi naturopathe, ce qu'on dirait aujourd'hui naturopathe. Elle était donc spécialiste des plantes et de la santé par les plantes. Hein. Donc, c'est tout de suite ce qui me vient à l'esprit, donc c'est pas forcément très récent. Répète bien son nom. Donc, Hildegard de Bingen, ou von Bingen, selon comment on fait le choix de prononcer son nom, puisqu'elle était allemande, et son livre s'appelle donc De Natura Sacra, donc au sujet de la nature sacrée des choses. C'était aussi une femme tournée sur le spirituel, enfin, pour pas dire le magique. Hein, et que c'est un bouquin qui est connu, voilà. Mais ces autres bouquins sont beaucoup plus ésotériques et religieux. Tout à fait, mais c'était effectivement une spécialiste des plantes. Alors, il y en a bien sûr d'autres. Je pense que ça peut être quelque chose auquel je peux répondre à titre personnel, en tout cas a posteriori de cette émission, apporter des sources bibliographiques. Bien sûr, hein, vous pourrez reposer des questions ailleurs et on les transmettra le cas échéant. Tu veux ajouter un petit quelque chose avant Hervé? Oui. C'est que, comme l'a dit Elisabeth, il n'y a pas tellement à chercher des bouquins. Je veux dire, c'est d'abord, quand on est brasseur local, regarder autour de soi ou dans sa région proche, qu'est-ce qu'il y a comme plante intéressante, dont le goût me plaît, hein, et que j'ai envie de retrouver dans une bière. C'est ça la démarche, c'est pas essayer de trouver une liste exhaustive de tous les ingrédients qu'on pourrait rajouter dans la bière. C'est se dire qu'est-ce que j'ai autour de moi ou qu'est-ce qui me plaît comme goût. Comme on voit ces cuisiniers qui vont faire le tour de leur forêt pour trouver de leur champ. J'ai toujours en exemple la brasserie des Garrigues qui était dans le sud et qui ils avaient un très beau cognacier, je crois que ça s'appelle, dans leur secteur, et qui se sont dit donc à la fin de l'été, si on faisait une bière au coin, et d'ailleurs ça s'appelle la bière au coin. C'est ça, bière au coin, tout à fait. Et qui fait qu'une fois par an, parce qu'une fois qu'il a récolté cet arbre, peut-être qu'il en a rajouté d'autres depuis, je ne sais pas, mais en tout cas, après il faut qu'il attende un an.
Mais c'est simplement, et cette bière je l'ai goûtée 2 fois, c'est fantastique. C'est magnifique. Et donc, magnifique. voilà, c'est comme ça la vraie démarche, c'est pas d'aller dire, je vais prendre un bouquin, puis si je trouve une bière, si je trouve, l'Alsace, c'est le pareil. Ça peut aider quand même. Oui, c'est hein, plus la démarche oui, de cuisinier, du coup. Ouais, Oui, oui. ouais. Et je pense effectivement, la brasserie des Garrigues, Gwen, il fait aussi une cervoise depuis la nuit des temps, si je puis dire, depuis qu'il existe. En tout cas, il a été novateur dans beaucoup, beaucoup de styles. Et c'est vrai que cette démarche, pour moi, s'apparente à celle d'un chef de cuisine qui va effectivement assembler des ingrédients. Hervé, Alors, je veux dire, pour moi, la meilleure bière aux fruits que j'ai bu, c'est la bière au mûr de la brasserie La Lubie à Montluçon. Et là, on revient à ce que vous dites tous les deux. Les amis, la famille, au moment où les mûrs de ronces sont mûrs, si je peux dire, eh bien, on ramasse tout ce qu'on peut ramasser comme mûrs de ronces, et en fonction du poids de mûrs ramassés, eh bien, le brasseur nous fait un brassin au mûr de ronces. Et je vous donne envie, et vous ne pourrez pas la goûter, parce que tout est vendu avant que le brassin n'ait lieu, tellement on a quelque chose d'extraordinaire. Donc là, on revient effectivement sur ce que vous disiez, sur cette notion de terroir. Regardez autour de vous, il y a énormément de choses à faire. De terroir et puis de saison, bien Et sûr. bien sûr, on va et de utiliser des saison. fruits de saison Tout si à fait. possible. C'est pas Tout à toujours le fait. cas, mais précisons que c'est bien et ce sont des bières du coup saisonnières, ponctuelles, hein, bien sûr, puisqu'elles sont réalisées avec les fruits récoltés au moment de la saison du fruit. Tout à fait. Je voudrais juste Vas-y, dire quelque chose, parce que là, on a tellement parlé d'Hildegard de Bingen. Ne cherchez pas son numéro de téléphone. Elle est née au XIe siècle, elle est morte au XIIe siècle. Il n'y a pas de site internet, désolé. Donc, Voilà. pendant ce temps, les internautes sont derrière nous. Ils sont toujours vivaces et ils ont toujours plein de choses à nous demander. Franck, qu'est-ce que tu as retrouvé comme question autour de ce sujet? Mais finalement, passons des aromates aux boissons fermentées à base de céréales, avec des tendances à produire des boissons à 100% à base de riz, de maïs, etc. Tendance que l'on voit également au niveau des spiritueux pour éviter de faire de 100% malt d'orge. Et donc, question complémentaire, le décret actuel qui définit justement nos bières, est-ce qu'il limite pas la créativité des brasseries françaises? Ah ah. Alors, le journaliste d'abord, et puis ensuite les biérologues et zytologues nous. Bon, ce fameux décret oblige à ce qui est pour avoir droit d'utiliser le mot bière, il y a une proportion de 50% de céréales maltées. Ça laisse quand même beaucoup de place pour les céréales non maltées et des céréales non utilisées ou rarement utilisées. Je pense toujours au seigle dans ce cas-là, qui était une céréale longtemps réprouvée par les brasseurs parce que ça pose d'énormes problèmes de filtration, mais que maintenant les brasseurs artisanaux arrivent à maîtriser, et ça nous donne des bières avec un goût tout à fait spécial, pour moi, très sèche et en même temps très aromatique. Donc c'est absolument autorisé, si je veux dire, enfin c'est pas illégal de mettre du seigle dans une... Mais du 100% riz, hors de question. Hein, ça s'appelle plus bière, ça c'est sûr. Et je crois pas qu'on malte le riz, donc... Alors il y a une brasserie qui s'est spécialisée dans le 100% tout sauf malt, c'est la brasserie du Lion, en Rhône-Alpes, et qui fait de magnifiques bières à base de 100% sarrasin, 100% sec, 100% riz. Aussi, enfin il y a du riz, effectivement, il y en a une 100% riz. Mais effectivement, ça ne s'appelle pas bière, mais je vous invite à goûter, c'est absolument incroyable. Très très bon. Voilà, c'est en tout cas... En termes de goût, bien sûr, ça m'a plu, mais en termes d'équilibre et de curiosité et de savoir-faire, c'est intéressant. Donc il y a des pistes qui existent en dehors de l'appellation bière, bien sûr. Hervé ? Moi, je veux juste rebondir sur ce que disait Gilbert. Vous êtes Meurthe-Mosellan. Certainement, ceux qui nous écoutaient, eh bien, vous avez la brasserie Cheval à Toul qui fait une IPA au seigle. Hein, donc c'est vraiment intéressant. Ça nous donne, disons, en bouche notamment, une autre IPA. Très bien. Encore une question derrière, Franck, on est un petit peu derrière. Eh bien, très bien. On va passer au thème 3, si vous voulez bien, parce que on avait fixé une durée approximative, hein, mais ça n'a pas d'importance en soi. Les brasseurs, aujourd'hui, ils inventent des recettes nouvelles, vous les avez déjà évoquées plusieurs fois, parfois fantaisistes. Et quand je dis fantaisiste, le mot est peut-être une forme d'euphémisme. Ça permet l'émergence de produits nouveaux dans le monde de la bière. On les a un tout petit peu évoqués. On va aller les préciser de façon un peu plus concrète. Je vous écoute. Alors, qui commence ?
Allez, Hervé, tu as la parole, Donc, parce que tu n'as pas commencé depuis un moment. C'est vrai? Oui. Oui, alors, je vais dire que on est resté quand même avec des mots classiques quelque part. On a effectivement évoqué des produits qui n'avaient jamais été utilisés, alors que là, en troisième partie, moi j'ai envie de dire, on rentre dans les excentricités de nos brasseurs. Hein. Faut pas... Alors, cette excentricité, je la trouve beaucoup plus forte chez nos brasseurs américains. Hein, avec des bières au Stilton. Alors bon, on a été formé, surtout la bière ne doit pas sentir des arômes de fromage. Et puis tout d'un coup, on a une bière au Stilton. On a des bières à la moutarde. On a des bières au bouillon de viande. Alors c'est très intéressant à goûter parce que les 5 saveurs fondamentales, sucré, salé, acide, amer, umami, on nous demande souvent, mais qu'est-ce que c'est que l'umami? L'umami, c'est la sauce soja, mais non salée. Donc il faut déjà faire un petit exercice intellectuel. Tandis que si vous soulevez le couvercle du pot-au-feu du samedi, eh bien vous avez effectivement ce côté savoureux que va vous donner. Et donc vous avez cette bière au bouillon de volaille, bière au cornichon, voilà des choses effectivement auxquelles on ne s'attend. On va donc de plus en plus loin dans ces excentricités-là. C'est vrai qu'en France, nos brasseurs restent quand même beaucoup plus... Ah, bravo. Il y a quand même eu, Gilbert n'est pas d'accord. La bière au cassoulet, faite par une brasserie des environs de Toulouse, que j'ai eu la chance de ne pas goûter, mais de ceux qui l'ont goûté, bon, ils sont encore vivants, mais ça a été une rude épreuve quand même. Ça a existé. Et j'espère bien qu'un Marseillais va un jour nous inventer une bière au pastis ou des choses comme ça. Elle a déjà dû commencer, mais... Alors, c'est vrai qu'Hervé, tu avais raison de préciser que l'Amérique du Nord est très très prolixe, est très vraiment foisonnante dans ce style d'ajout. Moi, j'ai envie de faire juste un tout petit retour en arrière. Je sais que c'est pas forcément toujours apprécié les retours en arrière, mais moi, je tiens quand même parce que même là, sans aller très 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 loin en arrière, j'ai envie de remonter à une époque pas si lointaine, vous voyez, 10-20 ans, c'est pas loin, que j'ai connu bien sûr, et où ajouter les brasseries qui ajoutaient des ingrédients de leur terroir, hein, les noix dans le Dauphiné, etc., qui ajoutaient donc des ajouts d'ingrédients dans leur bière, étaient à l'époque plutôt montés du doigt, il faut dire les choses. Hein. C'était plutôt très mal vu d'ajouter des ingrédients autres que donc les céréales et le houblon dans la bière. Je ne citerai personne. Mais c'était une époque où, je dirais, la société bien pensante de la brasserie, on va dire, artisanale de l'époque était quand même pas mal virulente sur ces sujets-là. Donc c'est assez amusant. Pourquoi je fais ce petit rappel? Parce que quand on prend justement ce petit recul, on s'aperçoit que les choses changent très vite. Et ce qui était pas bien à une époque devient génial à une autre époque, etc. Donc on va voir ce perpétuel retour, cette perpétuelle roue, on va dire, du temps qui marche, qui fonctionne. Et c'est très bien. Et c'est très bien comme ça. Aujourd'hui, je prends un exemple. Là, j'ai amené deux exemples de brasseries qui n'ont absolument rien à voir. La brasserie Iron à Montauban et la brasserie Galébo en Lorraine. Ouais. Pourquoi ça n'a rien à voir? Parce que d'un côté, vous avez une brasserie qui, jusqu'à maintenant, en tout cas, a plutôt fait le choix du renouveau des styles anciens. On va en parler, je pense, des styles anciens qui reviennent, des styles traditionnels, on va dire, qui reviennent. Donc là, j'évoque, par exemple, là, c'est une Dunkel, là, c'est la Panicat Munich, c'est la Munich Dunkel, donc qui s'est spécialisée dans les bières de fermentation basse de type allemand et également dans les bières barriquées. Et puis à côté, vous avez la brasserie Iron, que je pense que tout le monde connaît. En tout cas, pour ceux qui ne connaissent pas la brasserie Iron à Montauban, David s'est fait une spécialité de faire que des bières quasiment ponctuelles. Et en tout cas, quand elles sont ponctuelles, il les refait de temps en temps, mais pas systématiquement. Et avec des ajouts. Alors, il y a des choses qui sont too much, bien sûr, hein, évidemment. Et puis, il y a des choses comme celle-ci. Alors, c'est une wheat ale thym citron. J'en parlais tout à l'heure. Au final, vous avez un goût parfaitement équilibré, quelque chose de très bien fait. Donc, c'était juste sur la partie ajout, créativité, puisque c'était la notion qui était évoquée par une des questions posées. On a un champ très très vaste. On a le champ de la tradition qui revient, on a le champ de la créativité à tout va. Et il y en a absolument pour tous les goûts.
On a le sentiment que ça ressemble à des startups de temps en temps, ce que vous racontez là. Est-ce que il y en a qui tiennent, est-ce qu'il y en a qui tiennent vraiment la route sur un produit nouveau qui a été créé? Alors vous avez évoqué tout à l'heure des choses ajoutées. Je pensais à la châtaigne en Corse. À l'époque, on connaissait le brasseur qui était installé les choses chez Pietra, et on avait trouvé ça assez surprenant. Et puis quand on a vu que ça marchait, on s'est dit quel bonheur, parce mais que bien voilà. sûr, bien Alors, sûr. les startups, c'est vrai ou il y a des brasseurs très, très anciens. Je pense à la bière à thèse, par exemple. La bière à thèse, il s'est créé en 1996. 1996, donc on est sur quand même 3 décennies là. Ouais. Eh bien, nous avons une bière aux figues, nous avons une bière... Enfin, il y a un certain nombre de bières qui existent depuis le début dans cette brasserie et qui sont toujours présentes. Et la brasserie est toujours là, bien sûr, et vendue, voilà. Bien sûr. Alors, ce sont des brasseries souvent locales. Je pense à Rouget de Lille en Franche-Comté, etc. J'allais citer Rouget de Lille, qui a démarré très tôt, une bière à la racine de gentiane, parce que c'est une plante de sa région, et c'est la fourche du diable, et cette bière est toujours là, et je vous invite à la boire, puisque c'est une bière amère, sans houblon. C'est ça. Hervé, tu veux en rajouter un peu? Disons, moi, en Meurthe-et-Moselle, j'aime bien la brasserie Coin-Coin, qui poursuit, et notamment, elle a une bière au safran bio lorrain. Donc on revient à ce que Elisabeth disait tout à l'heure, on est complètement dans le terroir. Et puis surtout, il y a une bière. Alors moi, j'appelle ces bières passerelles. Vous avez une personne qui n'aime pas la bière et vous avez envie quand même de lui proposer quelque chose qu'elle va aimer. Et vous avez chez Coin-Coin cette bière blanche au sureau qui pourrait se confondre avec un vin blanc moelleux et mousseux. Donc, il y a des tas de possibilités pour avoir une vraie bière, mais une bière qui ne va pas choquer les papilles. Et pour parler d'une brasseuse, c'est Cathy à la brasserie des Papilles à Antalup, donc toujours dans cette région, qui dit « Moi, je veux émoustiller et stimuler les papilles. » Donc, c'est très intéressant puisque ici en Lorraine, on fait des bières effectivement avec de la Mirabelle en jus et sa bière à la Mirabelle, effectivement, est très différente des autres parce que elle vous fait un palais, je dirais, d'été, presque à la couleur des Mirabelles. Elle est bien ancienne là-dedans, alors tu voulais revenir sur cette question, vas-y. On a un tout petit peu évoqué tout à l'heure dans la première traditionnels, partie. Peut-être, parce que sur les mots, effectivement, j'utilise souvent le mot traditionnel pour parler des styles anciens ou plus ou moins anciens. On pense notamment, bien évidemment, au style traditionnel comme la Pils, comme on parlait des Bock, des Dunkel, toute cette, je dirais, tout cet héritage de ces 3 grandes zones brassicoles que sont le Royaume-Uni, les pays germaniques et bien sûr la Belgique. Et ces héritages-là, ils ont curieusement d'abord parlé aux Nord-Américains, qui sont ensuite revenus influencer nos brasseries françaises. Et ça, c'est toujours un mouvement que j'observe aussi dans le retour aujourd'hui aux bières saison, aux bières de garde. Bon, la meilleure bière de garde que j'ai bu de ma vie, je l'ai bu, j'ai eu la chance de la boire après un concours de bière brésilienne au Brésil. Et c'était de mon souvenir, ça commence à dater maintenant, la meilleure bière de garde de ma vie. Après, on parlera peut-être de la bière de garde. Mais cette renaissance des styles anciens qui s'inspire quelquefois des pays nord-américains, dont le Québec, bien évidemment, qui nous a précédés dans cette démarche-là. C'est tout à fait intéressant de voir que d'un côté, des brasseries qui ont toujours fait ça sont finalement pas très connues. Et les brasseries dont on va plutôt parler aujourd'hui se réfèrent finalement à des traditions donc belges ou allemandes ou souvent belges ou allemandes ou anglo-saxonnes, mais qui ont fait le voyage par l'Amérique du Nord avant de revenir chez nous. Et c'est assez intéressant de voir qu'on a une identité locale, on a une identité française. Et ça, c'est un autre point sur lequel j'ai vraiment envie de parler aussi, c'est clair. C'est peut-être pas le moment, mais pourquoi juste imiter ce que font nos voisins? Pourquoi on n'a pas les moyens? Nous, on a les moyens. Toutes ces brasseries qui existent depuis 20 ans, 30 ans et qui ont le succès qu'elles ont dans leur région, elles s'inspirent de leurs produits locaux, de leurs artisans locaux et elles ont développé
elles aussi une identité locale. Je Alors, pense notamment aux saisons, bien sûr. On y revient dans un instant. Le journaliste, il a sa vision des choses, hein, forcément. J'ai toujours en tête un exemple qui remonte à maintenant plus d'une vingtaine d'années. C'est quand j'ai été en contact avec un brasseur de Chicago, une jeune équipe d'ailleurs, et qui, n'ayant pas de source d'inspiration locale, sont allés en Irlande, ont entendu parler de la bière rouge d'Irlande, qui n'existait plus, et qu'ils ont refait chez eux à Chicago, et qui après a inspiré un brasseur irlandais qui a retrouvé la bière de ses grands-parents. Donc c'est ça le mouvement aujourd'hui, aidé évidemment par Internet et par les moyens rapides de transport, mais c'est ça, cette circulation aujourd'hui d'idées qui fait que vraiment, qui a inventé quoi? Je veux dire, c'est l'histoire de l'œuf et de la poule, quoi. Qui a inventé l'IPA? Est-ce que c'est les Anglais? Est-ce que c'est les Américains? Ou est-ce que c'est maintenant les Français qui développent leur propre vision de l'India Pale Ale? Donc arrêtons des fois de chercher un peu qui est à l'origine de quoi. Complètement. J'adhère totalement à ce que tu dis. Je pense que vraiment, c'est tellement foisonnant. Encore une fois, je reprends ce mot-là dans l'histoire et dans les évolutions et dans les modes, encore une fois, parce qu'on est sur des phénomènes de mode très importants dans ce milieu maintenant, hein, ce qui n'était pas le cas auparavant. Mais là, ce que j'ai envie de dire, c'est que on a même toutes les inspirations, toutes les sources d'inspiration existent dans notre pays comme dans les autres pays. Je pense que ce qui est important, c'est de se faire plaisir aussi. Et j'aime bien les brasseries, les brasseuses et les brasseurs qui disent finalement, bien évidemment qu'elles tiennent compte et elles tiennent compte de leur clientèle et de leur environnement concurrentiel et commercial, évidemment. Mais avant tout, ce sont des femmes et des hommes qui ont envie de brasser ce qu'ils ont envie de brasser, en fait. Avant de donner la parole à Hervé, je sais qu'il y a des questions et ça frappe derrière la porte. La parole est à toi, Franck, on t'écoute. Oui, je confirme tout à fait l'aspect local qui est recherché. Ça a été justement le démarrage des brasseries, essayer de mettre en place des matières premières, des aromates locaux, de façon à ancrer les bières au niveau de leur territoire. Je reviendrai sur ces remarques qui tournent aujourd'hui vers des bières un peu plus techniques, notamment des bières davantage alcoolisés, qu'on appelle les Icebox, donc fortement enrichis donc en alcool par un traitement donc au froid. Et puis également, puisque nous sommes dans la période des élections, un sondage qui a montré qu'aujourd'hui la bière est la boisson préférée des Français. Elle a dépassé donc le vin. Et dans ce cadre-là, quid des mélanges vin-bière, que l'on appelle également bière, et pourquoi pas des bières également avec des marcs de raisin. Oh oh. Alors, qui prend la parole au premier sur ces aspects? Je ne vais pas monopoliser, mais allez, vas-y, monopolise un peu. En intro, je tiens... Oui. Alors ça, c'est un avis tout à fait personnel. Pourquoi utiliser ce mot bière? Pourquoi? Parce que d'abord, ne pas l'utiliser. Pourquoi? Parce qu'à mon sens, il est moche. Déjà, mais ça c'est mon avis tout à fait personnel. Et puis deuxièmement, c'est confusant parce que ça va induire le fait qu'il y a du vin dans la bière. Et donc personnellement, j'aime beaucoup l'appellation bière de vigne, qui est une appellation donc française qu'on peut tout à fait développer, ou bière de raisin comme certains brasseurs l'utilisent. Les Italiens n'ont eux pas hésité à utiliser le terme grape ale, Italian grape ale. Donc pourquoi ne pas franciser la chose et de façon compréhensible quand on parle de bière de raisin, de bière de vigne, c'est à différents stades, avec différentes méthodes également, l'assemblage de mou de vin ou de mou d'orge, de mou de raisin pardon et de mou d'orge, et puis d'autres techniques, je ne vais pas m'étaler sur le sujet, mais clairement là j'étais juste en réaction sur la terminologie et j'avais envie de l'affirmer. Ça répond un tout petit peu à ta question, Franck, enfin à la question que tu as transmise, je pense. Oui, en partie, puisqu'on en a parlé, c'est surtout la partie technique qui était mise en avant et pas forcément l'aspect terminologie, mais également une autre question qui tourne autour de l'anglicisation de certains termes d'appellation de bière. Pourquoi ne pas revenir vers des appellations plus franco-françaises avec des bières françaises, quoi. Si seulement. Parce que de voir maintenant, je tombe sur des DDH ou des choses, ou des IPA, ce qui parle évidemment à n'importe quel consommateur français. Je crois qu'il y a effectivement une vague d'anglophilie qui finit par être un peu irritante, sans parler des TTO. N'est-ce pas? Je ne connaissais pas celle-là. C'est une façon de boire de la bière. C'est d'aller dans un bar où il y a un thème affiché. Ça s'appelle aller faire un TTO.
Voilà. D'accord. On peut appeler ça une prise de bec, comme Oui. Québec. Voilà. Donc, effectivement, enfin, en tout cas, c'est un peu notre rôle. Moi, je limite au maximum les anglicismes quand je parle de bière. Je veux dire, on a un vocabulaire français assez précis et assez riche pour pas être obligé de reprendre des sigles qui, encore une fois, ne parlent à personne. Hein. Je peux faire un sondage dans les rues de Nancy en sortant d'ici. C'est quoi une DDH ou une single hop, single malt, une swash. Hein. D'accord. Donc Oui. arrêtons, hein, dès que possible, mettons du mot français ou au moins de la traduction. C'est encore des choses pour faire vendre, peut-être Non, ou c'est on va plutôt le savoir. côté, pour moi, un peu ésotérique. Vous savez, Oui. c'est l'appellation beer geek. C'est-à-dire, je suis un initié, donc je connais tous les termes en vigueur dans le petit monde fermé des vrais spécialistes de la bière. Tout ça est un peu bidon, si vous me permettez. Cela dit, Oui. on peut aussi expliquer sur les étiquettes, on peut aussi avoir, sans être totalement 100% contre, on peut aussi avoir une démarche d'expliquer sur les étiquettes et dans Ouais. la démarche. Moi, juste revenir 2 secondes sur la partie technique des assemblages, par exemple. Hein. Donc, je ne vais pas en parler des assemblages, puisque là, ils sont très, très variés, mais j'ai quand même envie de dire que c'est pas récent non plus, ça. Hein. On n'est pas sur quelque chose de récent. Hein. Christian Hartner, à la brasserie Hartner à Strasbourg, il a fait une bière de vigne, donc la perle des vignes, depuis qu'il existe. Hein. Entre autres. Hein, entre autres. J'ai envie plutôt de parler de toute la richesse que ça donne en termes de fermentation. Donc on va avoir des assemblages à ce moment-là qui ont utilisé d'un côté dans une cuve spécifique dédiée un mou de raisin frais qu'on peut laisser partir en fermentation et on va utiliser donc les fameuses levures indigènes du raisin pour lancer cette fermentation. Et une fois que la fermentation est lancée au bout de 3 ou 7 jours à peu près, on va ajouter, c'est une des façons, hein, bien sûr, elles sont multiples, on va ajouter progressivement le mou chaud à cette fermentation de raisin. Et on va aboutir à effectivement cette combinaison tout à fait extraordinaire, dépendamment des cépages utilisés, à ce que personnellement donc j'appelle et je revendique l'appellation bière de vigne. Les méthodes sont sur le plan technique, j'ai juste envie de dire, après je te laisse la parole, on est sur un univers mais sans limite, puisqu'on a un nombre de cépages incroyable, on a un nombre de céréales incroyable, et on a donc des méthodes de fermentation également et d'assemblage bien sûr et de mise en barrique ensuite phénoménale. Alors, tous ces sujets sont d'une richesse importante, hein, vraiment incroyable. Tu viens de dire qu'on pouvait aller dans tous les sens et il y a plein de place. Hervé, toi qui as, à un moment de ta carrière, travaillé pour de grands groupes, et les grands groupes là-dedans, comment ils s'y retrouvent dans ces inventions là-dedans? Alors, je ne sais pas si tu as préparé une réponse autour de cette question. Non, je n'ai pas préparé de réponse autour de cette question. Ça m'intéressait de voir comment on s'y retrouve. Parce que là, tous ceux qu'on a évoqués sont généralement des petites brasseries qui font des choses pas forcément toujours confidentielles, hein, ça peut être mieux que ça, mais les grands groupes qui sont derrière, les Heineken et autres, hein, qu'on connaît tous, comment ils réagissent à ces nouveautés importantes? Alors, pour moi, les grands groupes ont depuis longtemps cherché à mettre sur le marché des bières qui allaient plaire à une certaine clientèle. C'est sûr que pour nous trois, qui avons un respect pour la bière, je dirais, qui suit la totalité de l'élaboration d'une bière, on est dans des bières aromatisées avec des arômes de synthèse, etc. Donc il y a eu ils ont collé au marché. Effectivement, quand j'ai travaillé pour eux, nous avions des études faites par les plus grandes sociétés d'études qui nous disaient baisser le caractère amer ou blonné, augmenter le côté sucré, etc. Par contre, ils se sont pas trop manifestés quand les brasseries artisanales n'occupaient que 1, 2, 3% du marché. À partir du moment où ils ont dépassé les 7, 8, 9% du marché, là, ils se sont intéressés à véritablement les bières artisanales. Donc, si je prends, puisque tu as donné les noms, ce groupe d'Amsterdam, ils ont racheté effectivement une excellente brasserie en Californie, et puis sa filiale française a racheté une excellente brasserie en région parisienne. Donc,
il y a effectivement le fait de, pour moi, les brasseurs artisans nous ont fait redécouvrir. On partait vers une standardisation du goût. Ils nous ont fait découvrir l'amertume et qu'on peut aimer l'amertume. Et je tiens notamment à la brasserie dont vous avez parlé tous les deux tout à l'heure, la brasserie des Garrigues. Quand ils se sont installés, ils ont dit, nous on fait les bières qu'on aime et nous on aime l'amertume. Qu'est-ce qu'on leur disait? Attention, vous avez des échéances tous les mois. Il va falloir vendre des bières élaborer des bières qui se vendent. Eh bien non, ils ont tenu le coup et on a redonné le goût de l'amertume. Exactement la même chose avec l'acidité. L'acidité, c'était quelque chose qui plaisait peu au palais français. Aujourd'hui, avec les sour beers, on retrouve le goût, même l'amour de l'acidité avec des sour beers très très différentes. Donc, je termine juste sur la dernière bière que j'ai découverte il y a à peine 3 semaines. C'est 2 frangins, Florian et Benoît, à Dun-sur-Meuse. Oui, c'est ça. Ça s'appelle la Dunoise. La compagne de Benoît est herboriste et j'ai bu une bière qui s'appelle la revanche de l'herboriste, qui est quelque chose d'absolument extraordinaire. Et, voilà. Et à 2 pas de ceux qui nous écoutent, si vous êtes effectivement à Nancy, la revanche de l'herboriste. Très, très, très sympa. Elisabeth, tu voulais ajouter Oui, un point de détail, un complément peut-être sur les liens entre les vins et les bières, au-delà de l'évocation du sondage qui est à l'actualité en ce moment, où la bière aurait effectivement, dans les déclarations des consommateurs de bière, dépasse les préférences par rapport au vin. Juste dire qu'on a des liens qui se resserrent, et c'est vraiment extrêmement positif, je trouve, dans notre pays, entre les vignerons et les brasseurs. Des vignerons deviennent brasseurs. Des brasseurs sont des anciens vignerons. Des brasseuses sont des anciennes œnologues. Je pense à Delphine Roulier dans l'Aude, à côté de Narbonne. Je pense à Odile, la Vaux-Germaine en Bourgogne. Ce sont que des femmes, c'est marrant. Mais en tout cas, c'est celles qui me viennent à l'esprit, des œnologues qui deviennent brasseuses. Les liens entre les brasseries et les brasseurs et les vignerons sont de plus en plus étroits et ont toujours finalement existé, mais là se développent et on assiste vraiment à de plus en plus de liens. Je pense au Brassé à Nantes aussi, qui travaille bien sûr, qui fait lui-même bien sûr ses vins et qui travaille aussi avec d'autres vignerons. Enfin, il y en a énormément dans toute la France. Des frontières qui s'estompent aujourd'hui, ça nous fait plaisir. Voilà, et je fais le parallèle avec les grandes brasseries, les grands groupes et les toutes petites brasseries. Chacun c'est une histoire d'échelle et c'est une histoire de philosophie et de vision d'entreprise. Mais au-delà de ça, ce que j'observe au cours de ces dernières décennies, c'est un rapprochement également. On n'est plus dans l'opposition systématique. Les gros s'intéressent évidemment aux petits, bien sûr, et adoptent aussi un certain nombre de pratiques des petites brasseries, ce qui n'est pas forcément négatif. Ça peut l'être quelquefois, mais pas toujours. Et puis, les petits, écoutez, on assiste quand même à un développement et on s'en félicite, bien sûr, des petites brasseries, entre guillemets, au départ, qui démarraient avec des investissements, on va dire, minimum, et aujourd'hui, des brasseries qui vont démarrer avec des positionnements, des dimensionnements de brasserie et de salles à brasser de 10, 20, 30, 40, voire plus hecto. Alors, une question, ça doit sans doute être la dernière. Et on t'écoute, Franck. Oui, donc que faire pour le consommateur pour qu'il puisse s'y retrouver dans l'ensemble de tous ces styles, de toutes ces variétés de bières? Alors voilà, vas-y, relevez vos plaquettes. Bière Magazine, ou Bière Mag, bien sûr, et puis Bière Aimée, qui sont deux revues qui sont à la fois disponibles à l'abonnement. Alors je sais que elles sont pas toutes en kiosque, je sais que c'est pas toujours simple. La tienne, oui. Bière Magazine, pas la tienne. Bière Magazine, oui. Sinon, il faut aller ça. Et puis vous avez le guide achète de la bière. Alors, je montre juste la photo parce que comme je disais, je n'ai pas amené le guide en lui-même. Donc on le voit à peu près. Voilà. Je sais pas si vous l'avez. Quand on dit guide achète de la bière, on ne peut pas se tromper. Voilà, c'est vraiment par ça. définition, mais c'est avec un certain nombre d'informations à la fois sur les styles, mais bien sûr sur les goûts. Comment il se retrouve le consommateur? Il se retrouve déjà en goûtant, bien sûr, et puis en fait des étiquettes
étiquettes, développer des étiquettes avec le maximum d'informations. Et puis faites confiance à vos cavistes. Ça, c'est important. Et les syndicats de brasseurs, qu'il s'agisse de Brasseurs de France ou du SNBI, syndicat national des brasseries indépendantes. Ah, voilà, ça vient de changer d'appellation si j'ai lu les bonnes informations sur certains sites. Veille au grain, et à tous les grains d'ailleurs. Et c'est très important que cette information du consommateur soit la mieux mise en œuvre possible. Peut-être un dernier mot justement. Oui, j'ai envie de dire, comme les brasseurs d'aujourd'hui sont avant tout des passionnés et des curieux, sinon ils seraient pas dans ce métier. Je pense que les consommateurs de bière d'aujourd'hui doivent être aussi curieux et aventuriers. Et heureusement, et nous qui avons connu la disette des années 80, où quand on rencontrait une Guinness tirée à la pression, comme je dis toujours, je me mettais à genoux et je faisais... ne dis rien. Bon. Et c'est vrai. Et qu'aujourd'hui, il y a pléthore de bars à bière, de caves à bière, et même les grandes surfaces sont pas en retard. Elles offrent de plus en plus un choix intéressant. Et puis il y a évidemment Internet où il y a vraiment toutes les informations. Donc franchement, soyez curieux comme nos brasseurs qu'on aime aujourd'hui le sont. Alors, je vois bien sûr l'heure qui s'écoule, et plus que l'heure qui s'écoule. Je vous remercie d'avoir été aussi réactif à nos interpellations, d'avoir bien préparé ça, et j'espère parfaitement intéresser notre public qui se retrouve derrière l'écran. Bien entendu, vous pourrez continuer à envoyer vos questions si jamais il y a des choses qui peuvent vous éclairer. Nos intervenants, qu'il s'agisse d'Hervé, qu'il s'agisse d'Elisabeth ou qu'il s'agisse de Gilbert, ils pourront nous apporter un éclairage complémentaire. On retrouvera cette interview, cette conférence, on peut l'appeler comme ça, cette table ronde, d'ici quelques jours sur les sites qui sont là. Mais avant de nous quitter, vous avez peut-être une actualité à nous faire valoir un tout petit peu, juste avant qu'on s'arrête. Votre actualité, Gilbert Delos. Eh ben, moi, je sais plus où donner de la tête parce qu'il y a des salons partout. En ce moment, c'est le salon de Lyon. Demain, je suis au salon de Marcoussis. Et cette vitalité retrouvée, puisque la pandémie, en tout cas, n'empêche plus la tenue de ce genre de manifestation, est vraiment un signe passionnant, parce que dans tous les coins de France, il y a 10 ans, on aurait dit, il y a un salon de la bière à Lyon, on m'aurait rayonné tellement Lyon, c'était la ville de Beaujolais et des Côtes-du-Rhône, c'est maintenant une ville de la bière. Il y a un salon à Bordeaux, ville du vin par excellence. Enfin, vous voyez, c'est ça. Alors, on commence à être fatigué un peu, surtout quand on n'est plus très jeune comme moi. Alors, merci. Je rappelle qu'on peut retrouver des écrits, non seulement dans Bière Magazine, puisque tu as un rédacteur habituel de certains articles, et puis tu dois avoir un site qui doit s'appeler Bière de l'Os. C'est un blog d'actualité. Voilà. Je garde les informations pendant à peu près 1 mois, 2 mois, 3 mois, pas plus. Alors, Elisabeth, merci beaucoup. Merci d'être venue nous retrouver ce matin. Elisabeth Pierre, zytologue, donc Bierissima. Quelle est ton actualité à perso Alors, j'ai envie de parler les 3 activités. C'est la formation. Donc, j'interviens à l'Université du vin la semaine prochaine sur une formation pour savoir parler, déguster de la bière. Donc, l'Université du vin se développe beaucoup sur toutes les formations liées à la dégustation et à la professionnalisation des métiers de la bière. J'interviens aussi sur un salon, donc tu parlais de salon, pléthore de salons, donc je suis très heureuse d'annoncer le salon bière et gastronomie qui va avoir lieu à Dijon début juin, entre autres. Il y en aura d'autres également en juin qui vont se développer. Donc des salons qui associent justement Bières et Mets, donc actualité, la sortie du numéro de printemps de Bières et Mets, et puis une autre actualité également qui concerne la rédaction de deux livres qui s'en viennent. Donc j'annonce un livre sur évidemment les femmes de la bière, qui est un travail au long cours sur des portraits de femmes de la bière francophones, et également un livre sur la dégustation de la bière. Ah ben voilà, et puis toujours il y a un petit site, enfin un site Bierissima qu'il ne faut pas oublier non plus. C'est bien voilà, ça Bierissima.com, voilà. Effectivement, Jean-Louis qui recense toutes ces actualités et actualités. Je vous invite à et activités.
Voilà. Je vous invite le cas échéant à vous retrouver. Et il y a l'activité et l'actualité, Hervé. Alors toi, tu vas jamais dans les salons, tu visites jamais personne. Non, mais écoutez, là maintenant, moi c'est mon actualité immédiate, c'est l'heure de l'apéritif. Ah. Donc vous avez à Nancy une brasserie qui est spécialisée dans les bières apéritives, c'est la délicatesse. Alors allons boire une bière. Alors on va s'y rendre dans quelques instants. Je remercie toutes les personnes qui ont été derrière les écrans et qui ont participé, écouté, assisté. Franck, il y avait vraiment plus de questions, je crois pas. On en a pas retrouvé, mais c'était, enfin, en tout cas, de questions pour relancer le débat. Et je crois que de toute façon, on aurait un petit peu de mal à le faire. Je voudrais aussi remercier l'ensemble des intervenants que vous êtes tous les trois, et puis nos deux ouvertures tout à l'heure. Je sais qu'ils se serreront la main, bien qu'ils peuvent être parfois en concurrence sur un certain nombre de sujets. En tout cas, on n'est pas d'accord sur tout, mais on est bien d'accord sur la bière. Et ça, c'est le bon point. Merci surtout à l'équipe technique des Destinations Nancy qui nous accueille dans ces locaux tout à fait sympathiques. Bravo à Studio Live qui ont assuré, en tout cas, moi j'ai un écran témoin, donc j'ai l'impression que voilà, on m'a pas vu plus vilain que je ne le suis. Et les autres non plus. Ils sont souriants malgré leur masque parce que eux, ils ont dû le garder jusqu'au bout. Je rappelle que cette table ronde sera disponible en replay d'ici quelques jours. Alors, on retrouvera le lien d'accès ou bien sur le site du Salon du Brasseur que vous connaissez tous, salondubrasseur.com, pas de trait d'union, pas de tiret, tout ça, salondubrasseur.com. Et puis, bien sûr, le site du Musée français de la brasserie qui s'appelle passionbrasserie.com. Tout ça, encore une fois, attaché. Ces deux endroits vous permettront de retrouver ça. D'ailleurs, un certain nombre de conférences sur le site Salon du Brasseur ont été mises en ligne pour les amateurs, les conférences qui avaient été diffusées au cours du rassemblement de brasseurs pour le salon. Justement, il ne faut pas oublier, je vais le dire 2 fois au moins, le Salon du Brasseur qui avait été créé, comme l'a rappelé Benoît Tavenot tout à l'heure, à Saint-Nicolas-de-Port autrefois, je regarde ma montre, qui avait été passé à Saint-Nicolas-de-Port autrefois, mais évidemment la place étant trop exiguë pour pouvoir l'accueillir dans de bonnes conditions, c'est maintenant à Destination Nancy et au Parc des Expositions de Vendôme qu'on se retrouve. Donc notez bien les 2 dates très importantes, le 21 et 22 octobre prochain. Le Salon du Brasseur vous accueillera. Vous avez l'affiche qui est là, une affiche presque art déco. Je la trouve très sympathique, très colorée, très sympa derrière. Et puis, je donne aussi rendez-vous pour ceux que ça intéresse, mais vous êtes nombreux, au résultat du concours de bière. Le résultat du concours de bière sera proclamé le 23 avril. Alors, ça sera à l'issue d'un rassemblement à la salle des sports de Saint-Nicolas-de-Port. On va recevoir des brasseurs amateurs qui viendront brasser toute la journée et faire une démonstration de leurs produits, de leur façon de faire et échanger entre eux, bien entendu. Ils seront au moins une quinzaine, d'après ce que je sais, peut-être plus, ou en tout cas au moins une quinzaine. Et à l'issue de ça, on se retrouvera pour la proclamation des résultats avec quelques belles surprises et parfois des surprises inattendues. C'est-à-dire que les grands brasseurs parfois n'ont pas forcément la médaille, parce que un concours, c'est un concours, donc il n'y en a qu'un qui obtient la grande médaille. On attendra ces résultats le 23 avril prochain. Et puis, pour info, la dégustation aura lieu le 25 juin. Elle est prévue des bières qui auront été fabriquées au cours de cette chose. Merci beaucoup pour cette présence à la table ronde. Merci. Que vous avez animée avec brio. Merci beaucoup et rendez-vous pour tous au Salon du Brasseur les 21 et 22 octobre prochains et puis peut-être l'année prochaine pour une nouvelle table ronde. À bientôt. Au revoir.